heureuse, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans Spécial Débat. Spécial Débat reçoit pour vous l'honorable Kassekwa. Avec lui, nous allons débattre, comme à l'accoutumée, des grands temps forts de l'actualité de notre pays. Très heureuse d'être avec nous, honorable. Merci, madame. Alors, à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu un député qui défendait la polygamie. Ça a quand même suscité un gros débat dans la population. Comment ça se passe? Vous êtes pour la polygamie ou pas? Non, je suis marié à une seule femme. Ok. Et je tiens à rester fidèle à mon épouse jusqu'à la fin du temps que Dieu va nous accorder. Je suis issu d'une famille polygame. Mon père l'a été et j'ai des souvenirs pas très bons. Et lui-même, qui est un ami à moi, me donne conseil pour dire: mon fils, ne t'hasarde pas sur ce chemin. Donc je tiens à garder son conseil. Ok. Donc, il y avait deux propositions de loi, c'est que moi j'ai suivi en tout cas dernièrement. Il y a ça et il y a la proposition de loi de Daniel Mbao. C'est passé par rapport à la vote, ça s'est passé. Hein? Elle a été déclarée recevable. Hein? Ce sont des initiatives que nous saluons, mais ce qui est à déplorer, c'est que des initiatives autour des questions existentielles de la nation. Le collègue Claudel Loubaya a déposé une question orale avec débat adressée au ministre des Affaires étrangères autour du statut des zones desquelles le M23 s'est désengagé, desquelles les troupes du M23 ont dit que les FARDC ne pouvaient pas y accéder. Ces questions-là sont dans les tiroirs. Oh, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas débattu? Ça n'intéresse pas le bureau de l'Assemblée. Il faut distraire l'opinion autour de questions. Je ne minimise pas des questions sur la dot, la question sur la polygamie, mais des populations meurtries à Kwamout, dans le Maïndombe, dans le Lituri, à Rutshuru, aurait besoin d'attendre l'Assemblée se focaliser sur des matières qui concernent directement la vie de la nation. Paulette, tu sais qu'avec cette cacophonie, cet embouteillage de déploiement des contingents étrangers à l'est de notre pays, il n'y a que le Parlement congolais qui s'est interdit de statuer. Le Parlement du Rwanda, un pays reconnu pour son caractère dictatorial, a statué. Le Parlement angolais s'est prononcé sur le déploiement de ces contingents dans notre pays. Le Parlement kenyan, le Parlement ougandais, sauf en RDC, parce que depuis l'avènement de l'Union sacrée, je ne sais pas quel accord a été conclu, quel mariage a été conclu entre l'Assemblée nationale et M. Félix, pour que toutes les questions sensibles de la vie de la nation, des projets de loi en matière de prorogation, même la ratification de l'accord d'adhésion à l'EAC, toutes ces questions-là ont été adoptées les yeux fermés à l'Assemblée nationale, pas de débat. Donc, en réalité, l'Assemblée nationale n'est pas en train de porter les préoccupations majeures pour lesquelles la population... Vous avez l'impression d'être une caisse de résonance? Alors, il faut dire, M. Christophe Mbosso doit expliquer pourquoi des initiatives sont bloquées, comme je le disais, non seulement en plénière, mais même dans les commissions sensibles comme commission défense et sécurité. Mais c'est malheureux que des questions aussi vitales ne soient pas au programme, au rendez-vous des réunions. Bref, l'Union sacrée, c'est pour que l'agenda il est en train de dérouler, mais le peuple congolais il est assez vigilant. L'histoire parlementaire de notre pays montre que à chaque fin de cycle, le peuple congolais sanctionne le Parlement à plus de 90%. Je crains que le nôtre ne puisse pas échapper à cette règle. Nous commençons d'abord dans l'ouest de la République, honorable Kassekwa. Il y a un député, Willy Bolio, qui a dit que le gouvernement est incapable de sécuriser la communauté Teke à Kinshasa, Bagata et Kwamout. Ainsi, nous sommes venus solliciter l'intervention de la MONUSCO. Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, vous avez déjà débattu de cette question de l'insécurité ici à Kwamout? Alors, la question de Kwamout, à Bagata et même à la porte de Kinshasa, dans à Mekao déjà,
Cette question reste tabou à l'Assemblée nationale. Vous n'en parlez jamais? Les caucus des élus de Grabandundu, de Baindombe, à part, mais Mbosso fait des sommiers pour que la plénière ne s'en saisisse pas. Pour quelle raison? Il y a à boire et à manger. Est-ce que des responsabilités derrière cette crise ne sont pas à établir dans les chefs de ceux qui nous dirigent? Parce que moi, j'ai été à Kikwit. J'ai essayé de me renseigner. J'étais effectivement dans le Bagata pour déjà savoir qu'est-ce qui se passe. Y a-t-il une main étrangère derrière ce qui se passe ici? Une main noire, comme on le dit. Non. La main noire serait à identifier dans les chefs du pouvoir à place. Parce qu'on ne peut pas s'expliquer que des gens meurent à quelques kilomètres de Kinshasa et que les institutions gardent silence. C'est que quelque part, la complicité du pouvoir devrait être établie. Ici, il n'y a pas à accuser une force étrangère, parce que s'il y avait une force étrangère, on aurait présenté des éléments arrêtés sur le terrain. Jusqu'à ce jour, un silence radieux. Sur ça, sur cette question-là. Je prends les propos du député Claudel Loubaya qui dit « Il est contre les essais-erreurs intempestifs et sans résultat » de Félix Tshisekedi. Le pays s'enfonce, s'écrit-il, dénonçant l'ambiguïté persistante, l'absence d'une ligne stratégique claire en matière de défense, sécurité et diplomatie. Mais vous avez suivi le président de la République qui a tenu des propos contre les troupes de l'EAC. Il a dit qu'il ne comprend pas la stratégie de ces troupes en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'à la fin, le président Tshisekedi a compris le double jeu de cette organisation ou quoi? Non, bien au contraire, personnellement, j'ai compris que M. Félix Tshisekedi, en accédant au pouvoir, n'avait aucun plan stratégique pour sauver notre pays de la crise sécuritaire. Et pour moi, qui suis Élie de Goma, fils de l'Est, je supporte ça avec beaucoup de douleur. Tenez, Madame Paulette. 2019, la première année de M. Félix, il lance des opérations militaires bâclées. Au mois de juin 2019, opération Zoruba Ituri. Octobre 2019, opération Grande Envergure à Beni. Le baromètre sécuritaire établit un bilan de 1070 personnes tuées dans les deux zones à 2019. À la fin de cette année-là, du 25 au 29 octobre, c'était à Goma. Réunion entre les états-majors du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda, RDC, Tanzanie, en vue de la création de ce qu'ils ont appelé état-major intégré. Deuxième tâtonnement donc. 2020, l'opinion a été contre cette idée d'état-major intégré des pays agresseurs avec le FARDC. 2020, le nombre de personnes tuées monte à flèche. 1567 personnes tuées. Les deux opérations, Zoruba Ituri, Grande Envergure à Beni, connaissent un chaos total, un fiasco total. La société civile exige une réunion de haut niveau pour évaluer pourquoi ces opérations militaires connaissent un échec. À Beni, à Boutemo, à Goma, comme à Bunia, il y a des manifestations. Les élèves à Beni organisent un sit-in prolongé devant la mairie 3 semaines. En réponse, Félix décrète l'état de siège. Entré en vigueur depuis le 6 mai 2021. Le 6 mai 2023, l'état de siège a totalisé 2 ans. 2 ans déjà. Le bilan minimal du baromètre sécuritaire du Kivu fait état de 5458 morts pendant les 2 ans d'état de siège. Elingi Koloba, 227 personnes tuées par mois. Vous divisez par 30, c'est 8 personnes tuées par jour. Dans l'entretemps, 6 mois après l'entrée en vigueur de l'état de siège,
l'M23 a refait surface. Premières offensives le 8 novembre 2021. Le 30 novembre, les opérations conjointes FARDC, armée ougandaise, commencent. D'ailleurs, l'Ouganda intervient sans avoir obtenu l'aval de la RDC parce que, selon l'état-major des FARDC, les opérations devaient commencer le 6 décembre. Elles ont commencé 6 jours avant. L'Ouganda était décidé d'intervenir avec ou sans l'accord de la RDC. Au même moment, décembre 2021, le commissaire général de la police congolaise se retrouve à Kigali pour signer une convention d'attente à vue du déploiement d'une unité de la police rwandaise à Goma. La population dit c'est un tâtonnement de ton, nous ne pouvons pas accepter. Il y a manifestation meurtrière à Goma le 20 décembre 2022. Dans l'entretemps, une lettre de l'ancien ministre des Affaires intérieures vient nous renseigner que depuis octobre 2020 et tout au long de l'année 2021, une délégation officielle du M23 séjournait à Kinshasa. Voyez la cacophonie, le tâtonnement dans lequel le régime Félix gère la question sécuritaire. Donc 2022, adhésion précipitée à l'EAC. Les textes de ratification de cette adhésion passent à l'Assemblée nationale sans débat. Parce que ça vient de Félix. Mais on nous a dit que vous avez débattu de cette question. Madame, de l'adhésion à l'EAC, vous en avez débattu. Je suis de ceux qui ont pris la parole pour dire qu'il était inopportun que notre pays adhère à l'EAC. Mais le bureau Mbosso a tout boutiqué avec l'accord des députés de l'Union sacrée pour dire que même s'ils ne voyaient pas le bien fondé de cette adhésion, mais étant donné que cela émanait de la volonté de leur chef, ils ont voté oui sans avoir débattu, sans avoir discuté. Je vous lis pour avoir une idée ce qu'a dit le président de la République. Il a dit, il pense qu'il y a un problème au sein de la force et de l'EAC. Lorsque le général Jeff Nya décide de quitter, Nief Niaga décide de quitter la RDC, le Kenya désigne directement un autre commandant de la force sans consultation, comme si cette force n'appartenait qu'au Kenya. Il y a manifestement un problème, on doit clarifier la situation. Donc, selon vous, quel est le problème? On s'en fout de la RDC, voilà, la RDC ne pèse pas dans l'EAC ou quoi? Non, madame. Monsieur Félix doit être jugé pour haute trahison. Parce que l'adhésion à l'EAC a été faite de manière délibérée par lui. La société civile du Nord Kivu, nous-mêmes comme députés, nous avons alerté pour démontrer que les pays pivants de l'EAC étaient ceux-là qui étaient auteurs de l'agression dont nous sommes victimes. À commencer par l'Ouganda. Les populations de Rutshuru ont démontré que ceux-là qui sont entrés à Rutshuru du 26 au 29 octobre étaient des Ougandais sous couvert du M23. Ce sont eux qui ont pris le contrôle de Mabenga. Ce sont eux qui se sont affrontés à nos forces au niveau de Kazaro. Des images ont circulé. Les derniers affrontements du 7 mars. J'ai dit bien le 7 mars 2023. Cette année, ici. Les images ont montré que des militaires ougandais étaient ceux-là qui étaient en train de se battre contre nos propres forces. Et, comme par naïveté, à la fin du mois de mars, nous acclamons l'entrée des troupes ougandaises au nord de l'EAC, entrées par l'Ouganda. Ils viennent prendre les contrôles de Rutshuru, de Mabenga. Et M. Félix dit, il s'étonne de constater qu'il y a cohabitation entre les M23 et ses troupes. Est-ce qu'il fallait être un ange pour s'imaginer que des Ougandais ne pouvaient pas venir à Mabenga pour se battre contre leurs propres éléments? Donc,
Félix est suffisamment intelligent, il sait à quel jeu il est en train de jouer. Mais il a dit que la force régionale de l'EAC pourrait quitter la RDC fin juin. Madame, Il a dit. ne soyons pas naïfs. Nous avons l'expérience de juillet 98. Laurent Désiré Kabila s'est amusé à prendre le pouvoir avec les concours de l'armée rwandaise ougandaise. Il a décidé que ces troupes-là, devenues incompréhensibles, retournent dans leur propre pays. Ces pays-là nous ont commandé une guerre qui nous a coûté la vie à des millions de compatriotes. N'eût été l'accord de Sun City, eh bien, ces troupes-là ne seraient pas retournées chez eux. Aujourd'hui, nous venons de nous créer un ennemi de plus. Tu sais qu'au départ, les rapports des Nations Unies indiquaient que le Rwanda et l'Ouganda étaient les deux complices derrière le M23. Les Kenyans n'y étaient pas. Et aujourd'hui, on a ajouté le Kenya comme... Nous ajoutons maintenant le Kenya parmi les ennemis. Parce que le déploiement d'un contingent coûte, n'est-ce pas? Les avions, d'ailleurs, j'ai appris que ce sont les avions kenyans qui ont même amené les troupes de la République du Soudan du Sud. Donc, au plan logistique, il y a des moyens qui ont été engagés. La prise en charge du séjour de tous ces contingents-là à l'Est a impliqué des moyens. Personne ne sait quelle promesse M. Félix a donnée aux différents pays contributeurs des troupes. Pourtant, nous disions que nous aurions du mal à contrôler les relations entre l'Ouganda et Kigali. On a pensé que les deux pays, Museveni et Kagame, étaient en conflit et qu'on pouvait miser sur ces conflits-là pour que la RDC tire profit. Mais on s'est vite rendu compte que le fils à Museveni a multiplié les rencontres à Kigali, que des frères à Museveni sont partis régulièrement à Kigali. L'axe Kigali-Kampala s'est réchauffé, renforcé, et ils ont entraîné les Kenyans dans leur deal. La République du Soudan du Sud, on ne peut pas compter sur elle. Eux-mêmes, ils ont des gros Eux-mêmes ont des gros problèmes. Djouba est sécurisé par l'armée ougandaise. Et donc finalement, on se retrouve que tous les 4 pays, peut-être excepté le Burundi, tous les 4 pays parlent le même langage pour dire qu'ils ne sont pas venus se battre contre les M23. Ils viennent à force d'interposition et les M23 se montrent arrogants pour dire nous ne voulons pas voir un seul militaire FARDC dans ces zones-là. Comme je le disais, le député initie des questions orales pour demander que le ministre de la Défense vienne s'expliquer, le ministre des Affaires étrangères vienne s'expliquer. Eh bien, le bureau Mbosso joue à un bouclier pour protéger l'exécutif, que les populations se meurent, que l'intégrité territoriale soit exposée, mais Mbosso, lui, est décidé, déterminé à faire en sorte que personne ne puisse répondre des conséquences de cet tâtonnement, et ça, c'est inacceptable. Et l'appui de la SADC, militaire de la SADC, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, madame, ne soyons pas naïfs. Les deux pays phares de la SADC, c'est l'Angola, c'est l'Afrique du Sud, qui nous ont aidés en 2013, mais là, c'était sous financement des Nations Unies. C'était la brigade spéciale de la MONUSCO. Est-ce qu'aujourd'hui, la MONUSCO sera disposée à déployer des moyens financiers à faveur de ces mêmes forces? Deuxièmement, l'Angola n'est pas prêt à s'engager dans une guerre contre Kagame. Vous avez suivi Lorenzo sur RFI avant-hier, qui loue la bonne foi de Kagame. Pourtant, le M23 est auteur de plusieurs massacres. À part le massacre le plus connu de Kishiché, de plus de 270 compatriotes, dernièrement, à 4 km de Kichanga, les éléments du M23 ont massacré plus de 17 compatriotes congolais dans la nuit du 3 au 4 mai de cette année. Au mois d'avril, il y a eu le massacre de Kassali. Plus de 60 compatriotes ont été massacrés dans les champs près de Mabenga, dans un endroit appelé Kazaro, un groupement de Tungo, à Rutshuru. Avant cela, au mois d'avril,
il y a eu le massacre de Kanyangiri, à Tongo toujours, plus de 40 personnes. Depuis le 23 janvier, j'ai compté environ 6 massacres de masse. La SADC est incapable d'accuser, n'est-ce pas, les Rwandais de complicité, encore moins de condamner l'M23 pour ce massacre. Au contraire, Lorenzo dit, l'M23 s'est montré de bonne foi, s'est désengagé. Le Rwanda a pleinement joué ce rôle en demandant, en envoyant les gens du M23 venir rencontrer Lorenzo en Angola. Ce n'est pas de celui-là que nous allons attendre une position offensive contre l'M23. Bref, Félix est en train de nous distraire. Il veut distraire l'opinion jusqu'à la tenue des élections, le 20 décembre. Peu importe le nombre de morts, peu importe la menace contre Goma, contre Bukavu, c'est là l'important. Et contre, ici à l'ouest, hein, n'oublions pas, la menace est aussi à la porte de Kinshasa. Ce qui le préoccupe, comment entretenir un discours qui lui permette de tromper l'opinion, pensant qu'il est de bonne foi, il a la volonté. Dans l'entretemps, aucune initiative pour assurer la montée à puissance. Mais selon les sondages, j'ai lu sur le tweet de Rachel Kitita, le président va être élu avec 48%, selon certains, selon un institut de sondage. Donc, il a toutes les chances de remplir pour un deuxième mandat. Hein. Bien. En 2019, nous savons comment il a accédé au pouvoir alors qu'il n'avait que 15%. On a fabriqué des chiffres par la CENI, validés par la Cour constitutionnelle. Et donc, qu'un institut de sondage fabrique des chiffres... Ça va passer plus facilement, hein, parce qu'on nous dit, on nous dit que bon, la Cour constitutionnelle, il a tous les éléments qui peuvent permettre... Moi, je viens de Colosie, les peu de sondages que j'ai fait dans les différents quartiers, dans les différents carrés miniers, où les gens viennent chasser des exploitants artisanaux au nom de leur appartenance à la famille présidentielle. Je viens de Kasumbalesa, je viens de Lubumbashi, je sens la grogne, les mécontentements. Je crois que Félix est entouré de flatteurs et tout flatteur vit au départ de celui qui l'écoute. Je suis de Goma, dans les différents quartiers, les populations se posent la question de savoir si le pays est gouverné ou pas. Poser la question à la population de Ituri, à Bunia, à Djougou, où on se rend compte que Félix Tshisekedi a abandonné les populations à des exterminations inimaginables. Ne parlons pas des populations de Bagata, de Maïnombe. Bon, même dans le Kassai, n'est-ce pas? Nous avons des nouvelles de Kananga, de Mbushima. Non, Félix devait avoir l'audace de ne même pas se représenter. Parce que pour moi, s'il pouvait être utile à la République, il aurait capitalisé les volontés manifestées en 2019 de Bunia jusque dans le Tanganyika, au nord Kivu comme au sud Kivu. Les groupes armés ont manifesté la volonté de se rendre volontairement. Ils se sont regroupés dans des camps, à Mubambi autour de Goma, à Kanteru Mangabo, à Bunia, à Kalunguta dans le Béni. Il a mis 2 ans sans être capable de signer une ordonnance qui crée le programme de DDC. La 3e année, pour choisir un animateur de ce programme-là, il est parti choisir quelqu'un du M23. Et il a tout gâché. Pourtant, c'était une occasion en or qui lui aurait permis de pacifier l'Est, même sans une seule opération militaire. Nous restons toujours à l'Est. Nous allons parler un peu de Kaélé, parce que nous allons terminer avec la marche du 13 mai. Daniel Michombero, que je salue, nous dit qu'après Kaélé, il y a maintenant Rubaya et Rutshuru, le territoire de Lubero, touché à son tour par les éboulements. Le bilan provisoire est de 7 morts. L'incident s'est passé à Miringate, Katolo, dans les territoires de Lubero, en chefferie de Baswaga. Permettez un peu, ce sont des noms un peu difficiles à prononcer. La nuit du mardi à ce mercredi 10. On a vu les nombres des morts, on estime à plus ou moins 500 morts, en tout cas ce que j'ai lu dernièrement.
mais la population est un peu choquée par la façon dont on les a enterrés, même si dernièrement on a vu des vivres y arriver, on a vu du riz, on a vu beaucoup de choses y arriver, mais les gens ont dit on n'enterre pas les gens comme ça, dans des sacs en plastique, dans des fosses communes. La question, je sais pas si vous en avez débattu à l'Assemblée nationale, je me demande qu'est-ce que vous faites dans votre Assemblée nationale, mais est-ce qu'on peut enterrer des gens comme ça? C'est comme ça qu'on enterre des gens, normalement, quand il y a catastrophe naturelle. Peut-être nous, on ne sait pas, quand il y a catastrophe, il y a beaucoup de morts, on n'a pas le temps, on enterre tout le monde comme ça. C'est comme ça ça se fait. Non, la situation de la population de Calais, même de Roubaïa, elle est révoltante. D'abord, cette catastrophe arrive à la suite d'un déboisement dont le territoire a été victime depuis l'arrivée des réfugiés rwandais. Il n'y a eu aucun plan pour reboiser le territoire. Des spécialistes ont sonné l'alerte pour démontrer que, à la suite de cette déforestation, non seulement Calais, mais d'autres territoires, y compris Massissi, sont menacés. Et que des populations... Oui, c'est la première fois que ça se passe, puisqu'à l'époque, les arbres protégeaient tout ça, les arbres... Tout à fait. Donc, il y a une déforestation sauvage. Et pour le gouvernement, État libissoté, que les gens soient exposés à... Ce n'est pas seulement Calais, madame. Voyez ce qui se passe à chaque année à Bandal, où, à la suite des pluies diluviennes, les gens meurent, ils sont morts, non plus l'année passée, mais les gens sont revenus dans la même vallée. Et donc, d'un moment à l'autre, si les pluies tombent abondamment, nous allons à nouveau enterrer des gens à Kinshasa. Ça s'est passé dans l'Équateur. Bref, la République de Gombe ignore complètement les menaces auxquelles nos populations sont exposées. Alors, même lorsque la catastrophe surgit sous notre cieux, le chef de l'État aurait arrêté tout ce programme pour descendre à Calais. Il fait une diplomatie agissante. Il doit aller là-bas pour parler de la RDC. Mais une diplomatie... Il doit être présent. Vous avez suivi ses propos en Namibie. Je crois qu'il était en Namibie ou au Botswana dernièrement. Il doit être là pour parler de la RDC. Non, madame. 400 compatriotes morts, enterrés en un seul jour. Ni le chef de l'État, ni le Premier ministre, ni le président du Sénat, ni le président de l'Assemblée, personne ne se dérange. Par contre, il n'y a eu aucune autorité politique qui est descendu à Calais. Ni le président de l'Assemblée, ni du Sénat, personne. En tout cas, parmi les chefs des institutions. Personne. Par contre, si ce drame serait arrivé en Belgique, en Allemagne, en Grande-Bretagne, ils seraient tous partis avec une forte délégation pour s'incliner, saluer la mémoire de ceux qui sont morts. Ils sont même partis au couronnement du roi Charles III. Non seulement 400 personnes tuées, la société civile a publié un rapport préliminaire faisant état de 4930 personnes portées disparues. Portées disparues depuis les 4 parce que les pluies diluviennes ont emporté des populations qui étaient à plein marché. Et donc 4930 personnes ne sont pas encore retrouvées. Avant-hier, sur l'île d'Idji, on a retrouvé, on a repêché plus de 120 corps. On a dit qu'il y a une odeur très forte de putréfaction. On a dit l'air est irrespirable. C'est extrêmement grave. Donc, les bilans risquent de dépasser les 5000 morts. Aïe. Il est vrai, on dit qu'on a organisé une messe avant-hier à Kinshasa. C'est ce que Patrick Mouyaya nous a dit, on a organisé, c'est comme ça que ça se fait, donc arrêtons de tout dramatiser. Non. Il fallait les enterrer au plus vite parce qu'il y a risque de maladie et tout ça. Donc, on ne refuse pas. Faut comprendre. Pour atteindre Calais, madame, tu sais, il suffit de prendre un vol ici. À 2 heures, vous êtes à Goma. De Goma, vous prenez des canaux rapides. 2 heures après, vous êtes à Calais. Et donc, il n'était pas impossible d'acheminer dans le bref délai tout le matériel nécessaire qui permettrait d'enterrer dignement nos compatriotes. Mais le pouvoir qui annonce le slogan « Le peuple d'abord » manifeste une distance inacceptable. Non seulement Calais, comme on le dit, Roubaïa, jusque-là, les bilans provisoires fait état d'au moins 100 personnes qui seraient emportés, qui seraient déjà morts dans ces éboulements-là.
et la République fait comme si de rien n'était. Bref, si vous posez la question au ministre des Actions sociales, la fois dernière, on lui a posé la question au sujet de déplacer, venir de Rutshuru, venir de Massissi, pour lesquels, par exemple, le royaume du Qatar a fait des dons. La TMB a même fait des dons. Nous avons appris qu'on a plutôt créé un service à la présidente de la République pour centraliser ces dons. Et des déplacés passent 3-4 mois sans assistance, simplement parce qu'il y a un service à Kinshasa, à la Gombe, qui centralise. C'est inhumain, c'est criminel. Vraiment, je ne sais pas, avec plus de 4000 disparus, je ne sais pas comment ça va se passer. Et je manque non seulement les disparus, sont mais tellement comment vont vivre les survivants? Exactement. Les champs J'ai entendu dire qu'il y a un garçon, excusez-moi de vous interrompre, qu'il y a un garçon qui est devenu carrément fou parce qu'il a perdu toute sa famille. Donc, je ne sais pas, le suivi psychologique, il n'y en aura peut-être pas. Donc, il y aura des gens traumatisés. Non seulement ces garçons, parmi les grandes victimes, l'honorable Vital, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, il est élu de Kalehe. J'ai appris ce matin que pas moins de 64 membres de sa famille seraient morts. Oh là là, oh là là. Toutes mes condoléances aux députés, en tout cas. 64. 64. Emportés, des proches parents, des sœurs, des frères, leurs enfants, emportés. Et donc, non seulement les personnes mortes, mais des champs complètement endommagés. De quoi vont vivre ces populations? Des écoles détruites systématiquement, des routes coupées impraticables. Donc, il faut un programme d'urgence. Patrick Mouya ne peut pas se limiter à dire ils ont dit une messe, ils ont adressé des prières à Dieu et que Dieu s'occupe de ces gens-là. Non. Le trésor de l'État doit intervenir pour qu'un programme d'urgence soit mis à place et que la ville redonne de l'espoir à ces populations décalées qui sont dépourvues de tout jusqu'à présent. Prenons le dossier de maïs. Je sais que la terre de Kivu, c'est vraiment une terre agricole aussi. Quand je vois les plaines de Massissi, les plaines magnifiques là-bas. Mais on nous dit, honorable Kasekwa, qu'il y a une main noire qui empêcherait la venue du maïs en République démocratique du Congo. Mais moi, je vous pose la question comme député national. Vous n'avez pas des lois ou quelque chose pour qu'il y ait cette revanche du sol par rapport au sous-sol? Est-ce qu'on doit continuer comme ça à tout et alors à tout importer? Jusqu'à quand? Non. La main noire, moi je la situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la main qui empêche la réhabilitation des routes des dessertes agricoles. Je prends la ville de Goma. Il y a des tonnes et des tonnes de haricots, de pommes de terre qui pourrissent dans le Massissi et les populations de Goma meurent affamés, doivent acheter des vivres à provenance du Rwanda, alors que les producteurs de Massissi ne savent pas évacuer leur production. C'est pareil dans toutes les provinces, dans le Katanga. Vous avez des territoires qui produisent abondamment, mais les routes ne sont pas aménagées. Quelle est cette main noire qui interdit au gouvernement de réhabiliter des routes, des dessertes agricoles? Même dans le Katanga, où les provinces perçoivent des millions de fonds de l'exploitation de minerais, les routes des dessertes agricoles ne préoccupent pas notre gouvernement. La deuxième main noire, c'est la main qui entretient les sécurités. L'insécurité. Les populations de Maïndombe, les populations de Bagata sont en train de mourir maintenant comme de déplacés dans les différentes communes de Kinshasa parce qu'à raison de l'insécurité, ils ne peuvent plus accéder à leurs champs, à leur protection. Il en est de même autour de Bunia, autour de Beni. Il y a des champs, des récoltes entières qui sont en train de pourrir, n'est-ce pas? Dans les Mambasa, dans les Irumu, dans les Djougou. Simplement parce que la sécurité n'est pas assurée et que toute la production agricole ne peut pas accéder
dans les grandes villes pour être évacués, amenés jusqu'à Kinshasa et Kossor. Et il faut chercher des sorciers, il faut qu'une délégation ministérielle aille chercher, commander de la farine dans différents pays, de la SADC. Ça fait la honte. Ça fait la honte. Nous devons nous ressaisir et accorder la priorité à la relance de la production agricole, à la réhabilitation des routes, au soutien aux investisseurs nationaux qui sont capables d'entretenir une main-d'œuvre abondante dans des champs pour produire du maïs, du riz. Nous avons des terres arables à quantité inimaginable. À profusion même. Mais il y a un manque de volonté, il y a un leadership extraverti qui tourne toujours le regard vers l'extérieur et ne veut jamais développer, exploiter les potentialités locales. C'est dommage. Nous allons terminer par la marche du 13 mai, ce samedi. Député Kassekwa, comment ça se passe les préparations, les idées et parties prenantes de cette marche? Nous voulons savoir un peu les raisons, parce que les gens disent que c'est pas la première marche. Hein. Depuis qu'on est indépendant, on a eu des marches et des marches. Est-ce que cette fois-ci, ça sera différent? Est-ce que ça va impacter vraiment sur les Congolais? La première raison, c'est que nous devons avoir un processus électoral crédible. Parce que, comme je vous le disais, par exemple, au regard des tâtonnements du pouvoir à place, en rapport avec la gestion de la question sécuritaire, il faut qu'à tout prix, qu'au 20 décembre, le régime de M. Félix Tshisekedi puisse se déposer. Il n'a aucun bilan. La seule garantie sur laquelle repose ces faux sondages, c'est le contrôle, la même mise sur la CENI, la même mise sur la Cour constitutionnelle. Nous ne pouvons pas accepter d'aller aux élections avec une CENI transformée en Parlement debout de l'UDPS ou de l'Union sacrée. Nous allons marcher le 13 de ce mois, ce samedi, pour exiger que des réformes consensuelles autour du fonctionnement de la CENI, de la composition de la CENI, soient faites. Les confessions religieuses semblent se mettre d'accord sur la personne de Kadima. Si ça ne pose pas problème pour nous, nous allons l'accepter. Mais qu'en est-il des autres membres? Qu'en est-il de la loi elle-même? Nous devons nous mettre d'accord. Nous voyons comment l'enrôlement des électeurs s'est passé. Toutes les parties prenantes doivent se mettre ensemble pour auditer les fichiers, pour dégager des responsabilités. On a attrapé déjà avec des sacs contenant des cartes d'électeurs. On a attrapé déjà ça et là avec des matériels sensibles de la CENI. Mais l'OIF a décliné l'offre pour contrôler le fichier. On a fait un appel d'offres. Donc, le président de la CENI tient vraiment à cette transparence, M. Kassekwa. Le processus concerne toutes les parties prenantes. Ce n'est pas une propriété privée de M. Kadima. Raison pour laquelle nous marchons pour demander qu'il y ait, n'est-ce pas, un consensus autour du processus électoral afin qu'à l'issue des élections du 20 décembre, nous ayons des résultats qui vont rassurer tout le monde plutôt que d'exposer le pays à des contestations post-électorales dangereuses. Deuxième raison, la sécurité du pays. Nous voulons marcher pour demander que des mesures concrètes destinées à assurer la montée en puissance des FARDC soient prises. Plutôt que de continuer à nous exposer à cet tâtonnement, nous voulons donc marcher pour exiger effectivement qu'il soit mis fin, n'est-ce pas, à cette politique de sous-traitance de notre sécurité, mais qu'au contraire, des mesures efficaces soient prises en faveur des FARDC. Parce qu'en définitive, il n'y a que les militaires congolais qui soient prêts à mourir pour la défense de notre souveraineté. Troisièmement, nous marchons pour dire non à la vie chère. Tout est devenu cher, simplement parce que le gouvernement est incapable d'assurer la stabilité monétaire, incapable d'assurer le ravitaillement des centres urbains à denrées alimentaires. La situation ne peut pas continuer de cette manière-là. Nous voulons sonner l'alerte pour demander que des mesures soient prises afin que, effectivement,
les conditions de vie des populations, le pouvoir d'achat de la population soit amélioré, que le prix des denrées de première nécessité soit maintenu à la baisse, stable, et ce n'est pas de la magie, s'il y a de la volonté, eh bien, ces mesures-là peuvent être prises. Nous voulons donc appeler toute la population à s'approprier ces causes-là, parce que si nous restons bras croisés, ils n'ont aucun souci de la vie des populations. Ils se contentent de se partager les dépouilles de l'État. Et Tshisekedi disait, la seule arme dont dispose un peuple pour changer les cours de l'histoire, c'est la mobilisation populaire. Vous avez bien dit, il y a une démarche. Mais ces marches-là ne sont pas passées sans issue. Si en 2018, Kabila a fini par ne plus se représenter, si Chantari qui avait 17% n'a pas été proclamé, c'est parce que le pouvoir a finalement eu peur de la mobilisation populaire. Et cette même mobilisation est capable de faire en sorte qu'en définitive, la vérité des urnes soit respectée, que des mesures efficaces pour restaurer la sécurité à Maïndomé, dans l'est de la RDC et dans toute la République sous le fleuve. Est-ce qu'on a dit qu'on a perdu le contrôle du fleuve Congo? Des mesures sont à notre portée, mais il faut presser le gouvernement à le faire. Est-ce que vous avez déjà eu l'autorisation du gouverneur de la ville? Nous sommes dans un régime d'information. Ça fait plus de 2 semaines que la lettre, il a été régulier. Il y a déjà eu des réunions pour... ça se fait toujours, hein, d'expérience, nous savons que le pouvoir se réveille à la dernière minute. Il n'est pas surprenant que demain, après-demain, il nous invite pour... Et si le gouverneur dit non à la marche, qu'est-ce qui va se passer? Non. Ils ont tenu les réunions de l'Union sacrée avec des fonds débloqués à l'Assemblée nationale. Ah, on a dit que c'est faux, hein? On a dit que cette facture était fausse, hein? Madame, quelle est la certitude qui nous le démontre? Est-ce que tu sais d'ailleurs que, alors que la loi, le règlement demande au bureau de l'Assemblée de déposer son rapport financier au plus tard le 30 avril, jusqu'à ce jour, le bureau Mbosso ne l'a pas fait, qu'est-ce qu'il cache? Donc, cette lettre-là n'est pas moins authentique. Donc, ils ont tenu leur manifestation. Nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un s'hasarde à interdire la manifestation de nos partis politiques. La République n'est pas une propriété privée qu'un individu aurait hérité de son père pour qu'il soit en mesure de décider qui va marcher, qui ne va pas marcher. Ça, nous n'allons pas accepter. Mais l'État est contraignant, vous le savez quand même, non? L'État est contraignant. Si l'État dit non, il trouve que la sécurité ne sera pas garantie, il y aura trop de monde, il y aura des problèmes, des casses ou toi. Le gouverneur peut dire non. Il a le pouvoir de dire non. Hein. En tout cas, s'il s'hasarde à le dire, il va assumer la responsabilité de tout ce qui pourra venir. Mais nos leaders sont déjà à pied d'œuvre. Fayulu est prêt pour la marche, Katumbi, Sesanga, Matata, tous les états-majors de nos partis et même des mouvements citoyens, des organisations de la société civile. L'Église catholique aussi. Tout à fait, parce que c'est une question sont des questions qui concernent la vie de chaque citoyen. Donc, nous invitons le citoyen gouverneur de la ville-province à prendre l'initiative de nous inviter pour que des dispositions d'encadrement. Les jours passent, hein, dans quelques jours, ça sera samedi. Hein. Pour ce qui nous concerne, tout est fait prêt. Nos calicots, nos différents messages, les équipes d'encadrement, nous tenons à ce que tout se passe le plus pacifiquement possible et nous invitons effectivement le pouvoir à place, le gouverneur, à prendre des dispositions pour que des méchants, des jaloux, des partis de l'Union sacrée ne s'hasardent pas à venir perturber la quiétude des manifestants. Pour ce qui nous concerne, nous sommes suffisamment organisés et quiconque va oser s'hasarder à pouvoir perturber nos manifestations, eh bien, nous serons intraitables à cette matière. Merci, honorable Katsekwa. Merci en tout cas d'être passé, de nous avoir
donné ce message. D'ailleurs, cette marche du 13 mai tombe le jour de mon anniversaire, coïncidence ou pas. Eh bien, en tout cas, nous espérons que tout sera mis pour qu'il n'y ait pas trop de casse, pas trop de morts d'hommes. En tout cas, nous n'en voulons plus, on en a déjà assez avec ce qui se passe à l'est et à l'ouest de la République. Nous espérons que cette marche se déroulera le plus pacifiquement du monde parce que c'est inscrit dans la Constitution et chaque Congolais a le droit de manifester. Merci à vous et nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, très bientôt.